école artiste, donc Active Design. Et alors nous, on fait tout type de produits qui associent en fait le développement et ce qui est artistique. Donc, en particulier des jeux vidéo, des applications interactives, des BD numériques, etc., etc. Donc, à la fois en interne, on va mettre à disposition, et aussi des fois sur commande, bien sûr, en prestataire pour d'autres personnes, quoi. Donc, voilà notre contexte un petit peu. Et donc, voilà, finalement, la vraie question qui se pose, après, maintenant qu'on sait ce que vous faites, c'est pourquoi vous avez choisi ce métier et puis comment vous êtes arrivé là. Qu'est-ce qui vous a décidé de faire ça, qui pourrait servir aussi de base, d'argument pour d'autres personnes, comme vous voulez. Je vais commencer. Moi, c'est parti d'une pure curiosité de comprendre la machine que j'utilisais tous les jours pour l'école, comprendre comment ça fonctionnait et vraiment envie de savoir, au-delà de juste utiliser un système et un matériel, de comprendre comment ça fonctionnait. Et du coup, après le lycée, quand il a fallu choisir une orientation, je me suis orienté sur l'école Epitech, là où je fais ma formation actuellement, pour devenir développeur logiciel. Parce que du coup, j'avais pu me rendre compte que ce qui m'intéressait le plus, c'était la partie logicielle plus que hardware, plus que les machines. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le domaine de l'informatique et du développement logiciel. Très bien. Alors moi, c'est un petit peu pareil au départ. Arrivé en terminale, se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire plus tard. Donc même chose, une espèce de curiosité pour ce domaine, voilà, qui était déjà en pleine expansion. Donc moi, j'ai opté après le bac pour un IUT, formation sur 2 ans. Et comme ça s'est avéré concluant, j'ai poursuivi ensuite sur une école d'ingénieur, donc 3 ans de plus, voilà, pour avoir un diplôme de développeur informatique. D'accord. Et donc, tu disais, tu es plutôt architecte logiciel, parce qu'en fait, il y a Ouais. des termes qui se posent, on dit développeur, Voilà. mais finalement, ça représente beaucoup de choses et peut-être rien finalement. Donc, est-ce qu'on pourrait rentrer peut-être un peu dans les détails des Tout à fait. terminologies qu'on peut trouver? Exactement. Donc moi, j'ai commencé en tant que développeur, grossièrement, au départ, on va vous donner des tâches à réaliser, donc des développements à faire. Avec l'expérience, on va acquérir plus de responsabilités également, donc on va avoir plus d'impact sur les solutions techniques utilisées, par exemple. Et on va dire un cran au-dessus au niveau de la technique, ça va être l'architecte, donc solution logicielle, qui va être chargé à partir d'un besoin d'établir une solution technique qui va permettre aux développeurs ensuite de pouvoir implémenter la solution, développer et produire quelque chose pour le client final. Donc, l'architecte ne programme pas. Alors, on va dire sur le papier non, mais dans la vraie Ouais. vie, surtout dans les sociétés un peu plus petites, on participe quand même au développement, on donne un coup de main, voilà, on assure un support à l'équipe de développement, etc. On a toujours les mains un peu dans le cambouis. Et ce qui est important aussi, c'est d'avoir ce côté veille technique pour savoir utiliser et proposer des solutions nouvelles, innovantes, dans le cadre des solutions qu'on va mettre en place. Je pense qu'on y reviendra souvent sur l'apprentissage en permanence, Voilà. mais je pense que là, c'est tellement en effet que peut-être quelque chose à préciser un peu sur les fonctions, les métiers. Moi, du coup, Ouais. de mon côté, je gère pas du tout la partie architecture. Les langages choisis sont déjà bien intégrés dans la structure et du coup, j'utilise les langages qui m'ont été demandés de connaître. Je fais principalement du coup du développement mobile sur les parties interface, mais je fais aussi de l'intégration de d'autres solutions ou de protocoles en fonction des machines que l'on nous demande d'interfacer dans l'application. Et du coup, une partie totalement différente de ce que vous pouvez faire tous les deux sur la partie développement mobile pour ma part.
Alors, quand tu parles d'interface, c'est des interfaces techniques, c'est pas l'interface visible nécessairement que Ouais, l'utilisateur. les deux, du coup, je fais un peu des deux. Effectivement, je fais de l'interface purement visuelle. Donc, la partie application, une fois que l'application se lance, euh, les interfaces de connexion, donc qui sont des interfaces purement visuelles, se déplacer dans l'application, afficher les différentes pages, mais aussi les interfaces machines, c'est-à-dire se connecter à un serveur ou se connecter à un casque audio, par exemple, l'interface Bluetooth audio entre le casque et la tablette, l'application, je le fais aussi, qui est une partie qu'on ne voit pas du tout pour le coup, mais c'est aussi une interface que je peux être amené à développer. Donc les mêmes mots peuvent recouvrir des réalités différentes, hein. C'est là pour les gens qui nous écoutent que c'est pas toujours évident, même quand vous lisez un programme de formation, etc., de voir exactement à quel niveau de langage on va se situer pour comprendre réellement le contenu derrière, quoi. C'est important. Je vais peut-être revenir, moi, finir un petit peu le tour sur l'expérience, à pourquoi on est arrivé là. Moi, j'ai une expérience complètement différente. Je suis peut-être un petit peu plus âgé, mais moi, j'ai commencé à faire de l'informatique, en fait, pendant mes études d'art à l'université de Rennes 2, donc au milieu des années 90. Et à l'époque, c'était pas encore l'informatique grand public tout à fait. Et le web apparaissait tout juste, hein. Donc, du coup, c'était vraiment très nouveau. Et c'est en tant qu'expérimentateur artistique en fait, que je me suis mis à programmer en prenant la programmation comme un média d'expression, comme la peinture est un média d'expression pour les peintres, ou comme une guitare est un média d'expression pour un guitariste ou un musicien quelconque, quoi. Donc du coup, c'est comme ça que je me suis mis à la programmation, donc sans faire d'études artistiques, en sachant qu'elle est d'études informatiques, pour le coup. Sachant qu'à l'époque, il y avait très peu d'écoles qui existaient. Grosso modo, il n'y avait que les universités qui faisaient ça. L'IFSIC à Rennes était tout nouveau. Enfin, c'était vraiment très récent. Et il n'y avait aucune école privée qui, pour l'instant, maintenant, domine un petit peu le marché. Un petit peu, on pourra revenir là-dessus tout à l'heure. Hein, mais en tout cas, à l'époque, il n'y avait pas tout ce choix qu'on a maintenant. Et tant mieux pour les gens qui veulent du coup y passer. Ça veut dire qu'il y a des besoins. Donc, je pense que mon expérience aussi originale fait que c'est le domaine dans lequel, justement, on travaille encore à l'heure actuelle, ce mélange artistique et programmation. Alors, je préfère dire programmation, parce qu'en méthode agile, développeur, ça contient aussi les artistes, ça contient aussi les chefs de projet, ça contient aussi les clients qui participent. Donc, le mot développeur est un mot assez vaste et qui regroupe vraiment toutes les personnes qui contribuent à un projet informatique, hein, globalement, quoi. Et c'est vrai que je pense qu'en général, quand on pense développement au niveau du grand public, on pense plutôt programmeur, hein, c'est-à-dire que la personne qui va écrire du code, si on veut parler en termes de obfuscation. Mais voilà, quoi. Donc c'est quand même un détail aussi euh, vocabulaire un petit peu à éclaircir, quoi. Et donc, pourquoi vous avez, vous avez un petit peu expliqué pourquoi vous avez choisi de faire ces métiers-là, mais qu'est-ce que vous pensez réellement qui vous a plu, qui vous a dit, OK, je vais continuer là-dedans, parce que des fois, on a envie d'un truc, et puis très vite, on se rend compte, non, mais ça va être ça ma vie, et non, j'ai pas envie, quoi. Et qu'est-ce qui fait que la flamme est toujours là et qu'elle est apparue très vite? Pour ma part, je vais commencer. Ouais. Pour ma part, du coup, j'étais intéressé. J'ai commencé à creuser par moi-même le sujet du développement et de la programmation. Et je me suis aperçu qu'il y avait de quoi faire et qu'on pouvait partir un peu dans tous les sens et tous les domaines d'expertise. Et ensuite, ça s'est poursuivi lorsque je suis rentré en formation à Epitech. Et j'ai encore de nouveau mon champ des possibilités qui s'est ouvert en grand sur ce que je voulais faire du web, on pourrait y revenir après, mais du front-end ou du back-end, du développement mobile, du développement de systèmes autonomes ou embarqués, qui sont des blocs totalement à part, même si cybersécurité, on pourra peut-être l'aborder tout à l'heure. Et il n'y a pas vraiment de limite à ce qui est possible de faire en informatique, et les domaines d'expertise dans lesquels on peut s'orienter sont
presque sans limite. Je pense qu'il y a toujours moyen de se spécialiser dans un domaine encore plus et de quoi apporter aux gens et des solutions. Donc c'est un peu la curiosité, le potentiel finalement, le champ ouvert On quoi, qui termine fait jamais que d'apprendre. On peut toujours approfondir un domaine, on peut toujours apprendre de nouvelles technologies, on peut toujours améliorer ce qu'on a fait en termes d'optimisation ou autre. Il y a pas vraiment de fin à ce que l'on peut faire. La fin, c'est lorsqu'on décide que c'est terminé ou qu'un client est satisfait de ce qu'on peut proposer. C'est ça qui fait que, chaque jour, on apprend et chaque jour, on améliore et on répond à un besoin. Je pense que c'est ça qui me motive à continuer de me former en continu, en fait. C'est pas pour Ouais, tout à fait. Ouais, c'est cet aspect, on va dire, assez vaste en termes de ce qu'on peut faire. Enfin, aujourd'hui, l'informatique est partout. Le développement, mais même au-delà du développement. Donc, on peut travailler pour n'importe quel type de client. Voilà, on peut travailler dans la défense, on peut travailler dans le service, dans l'industriel, dans tout, dans le médical. Et il n'y a jamais un projet identique finalement. À chaque fois, il y a des nouveaux challenges, des nouvelles choses. Comme tu le disais tout à l'heure, il y a aussi des nouvelles technologies qui arrivent fréquemment. Donc, ça permet aussi de découvrir de nouvelles choses. On y reviendra peut-être, mais c'est vrai qu'il faut être assez curieux également dans ce genre de métier. Pas avoir peur d'aller tester de nouvelles choses, expérimenter, voir ce que ça peut apporter. Donc, c'est vrai qu'il y a cette chose-là, le fait de pas s'ennuyer finalement. C'est pas routinier en fait. D'un projet à un autre, même si globalement on peut se dire je vais encore développer ceci ou cela, on va faire souvent des choses différentes parce qu'on va répondre à un besoin qui sera différent. Donc avec le même moyen d'expression entre guillemets qui va être un langage de programmation, on va pouvoir faire des choses très différentes les unes des autres. C'est ça aussi qui est intéressant. Et en plus, le fait que, comme tu le disais, derrière l'étiquette développeur, il y a finalement plein de métiers. Voilà, aujourd'hui, on peut programmer avec du code. Demain, on pourra peut-être faire des tests. Après-demain, écrire une documentation associée. Enfin, il y a plein de choses. On va pas forcément faire tous les jours la même chose exactement. C'est ça aussi qui est intéressant dans nos métiers. ouais, tout à fait. Et donc du coup, une journée de travail pour toi, ça Journée ressemble à type. quoi? Voilà. Il n'y a pas vraiment de journée type Ouais, c'est ça. parce qu'il y a, Sinon il s'ennuierait. voilà, c'est aussi je dirais que c'est un avantage de mon point de vue, après c'est à voir, mais voilà, ça va se faire en fonction des besoins, des contraintes, voilà, des choses qui arrivent, des réponses qu'on peut obtenir d'un client, etc. Donc il n'y a pas une journée où je vais me dire entre 9 et 10, je vais faire ceci, cela. C'est vraiment fluctuant en fonction de l'activité, en fonction du taux de réactivité des personnes avec lesquelles on travaille, que ce soit des clients ou d'autres partenaires. Donc, ouais, c'est compliqué de définir une journée type. Ouais. C'est peut-être plus facile pour ça, du coup, Sylvain, parce que tu as une tâche qui est peut-être plus déterminée. Pas vraiment. Ouais. Globalement, généralement, j'ai un cahier des charges d'un client, d'une demande. Ça peut être ça ou une intégration aussi. Du coup, en avant, on a un rendez-vous avec les développeurs quand je parle des développeurs, du coup, pas que les programmeurs, les développeurs des interfaces. Mais j'ai aussi du bug fix, du correctif de bugs. Du coup, des meetings aussi avec les gens pour bien comprendre le besoin, parce que développer une réponse à un besoin mal compris, finalement, la réponse ne sera pas utilisée, donc autant ne pas la développer dans ce cas-là. Vraiment comprendre les problématiques pour essayer d'y répondre le mieux. Effectivement, moi, peut-être plus cadré, j'ai beaucoup plus de dev et ça se ressemble beaucoup, mais une journée peut changer du tout au tout en fonction des rendez-vous et du cadre dans lequel le développement est demandé. Développer une interface visuelle ou développer une solution de stockage en base de données, c'est pas du tout le même travail, même si finalement j'écris du code dans tous les cas, dans le même langage
dans la plupart du temps. Et finalement, on ne va pas du tout toucher aux mêmes choses. Donc, même si on pourrait se dire que le contexte est le même, les journées sont totalement différentes parce que le problème est différent. Ok. Bon, je pourrais témoigner pareil, hein, donc je pense qu'en effet, souvent le matin, j'arrive, je me dis, je vais faire ça aujourd'hui, et finalement, souvent, c'est pas ça qui est fait, c'est autre chose. Donc, sauf quand c'est urgent, évidemment, il y a des choses, des fois, un gros bug qui arrive, il n'y a plus rien qui marche, et tout est cassé, mais là, il faut résoudre vite, mais c'est quand même assez rare. Ça a été testé avant en général, hein, mais alors du coup, les tâches, finalement, pour mettre en tête aux gens qu'est-ce qu'ils feraient comme tâches, du coup, s'il n'y a pas de journée type, Voilà. c'est quand même les tâches les plus récurrentes et quelle proportion du temps ça peut prendre, éventuellement, quoi, pour un peu se représenter finalement enfin pas la journée finalement, mais quand même se représenter un petit peu le métier, quoi. Je commence. Donc, je l'ai dit au départ, un petit peu de développement quand même encore, un petit peu. Il va y avoir l'aspect aussi support technique aux équipes dans lesquelles on va travailler, voilà, pour donner des conseils, faire des relectures, ça c'est important aussi, relecture entre les collègues, les pairs, pour justement améliorer la qualité aussi de ce qu'on va faire. Il y a de l'aspect documentation, alors documentation fonctionnelle, c'est-à-dire d'écrire à partir d'un besoin, comment va fonctionner la solution, et de la documentation aussi beaucoup plus technique, qui est peut-être moins à destination de l'utilisateur final, mais qui va formaliser un peu techniquement comment on va faire, quel langage on va utiliser, quel type de serveur on peut avoir besoin, du stockage, etc. Enfin, toutes les choses finalement qu'il va y avoir sous le capot, qui doivent être bien formalisées pour que tout roule correctement. L'aspect aussi, on n'en a pas encore parlé, ce que j'appelle l'avant-vente, c'est-à-dire faire des études ou des devis pour un client. Parce que bien souvent, le client, il va pas venir avec le carnet de chèques comme ça et faites-moi ça, je signe un chèque en blanc. Donc, il va plutôt exprimer un besoin et charge à nous de pouvoir proposer une solution qui tienne la route, qui réponde à son besoin. Et cette solution va être également chiffrée. Donc, on va lui dire c'est tant de jours, ça fera un total de tant d'euros, etc. Donc voilà, en prenant des hypothèses, et l'objectif, c'est qu'on arrive, on converge avec ce client vers une solution qui répond techniquement et fonctionnellement à son besoin et également qui rentre dans son budget, puisque sinon, rien ne se passerait. En gros, et j'ai aussi une partie, alors c'est pas au sein d'une journée, mais j'ai une partie aussi formation, donc j'anime des formations auprès d'écoles ou d'organismes de formation, donc on va dire entre 5 et 10% de mon temps sur l'année. Voilà, je sais pas si c'est. D'accord. Et ça, du coup, alors, nous aussi, on fait beaucoup de formations. Enfin, Active Design, c'est un studio et une école. Mais du coup, est-ce que tu considères que la partie formation est une partie de ton travail de développeur ou d'architecte, ou est-ce que c'est vraiment à part? Non, c'est vraiment un retour d'expérience de ce que moi je peux faire au quotidien et pour essayer de faire partager ça aux apprenants. Donc que ce soit sur l'aspect technique, donc de la programmation, l'utilisation d'outils particuliers ou aussi de la méthodologie. Voilà, faire des tests, utiliser les méthodes agiles, etc. quoi. Donc, ça peut être, c'est l'objectif, et pour que ça ait un intérêt pour moi, il faut que ça soit lié avec ce que je fais tous les jours. Voilà, c'est aussi un apport d'expérience aux apprenants. Plus qu'un cours purement théorique, c'est ceci, c'est cela. Ok. Pour en revenir, on a des questions sur le chat. Alors, je ne vais pas toutes les dénoncer maintenant, mais pour étayer ton propos, est-ce que tu peux nous dire quels sont les langages de programmation que tu utilises? Et la question finale, c'est est-ce qu'il y a un langage de programmation privilégié selon le latin? Voilà. Le breton. Le breton plus. Langage, il y en a pas mal. Alors chez Widgin, principalement, ça va être du Java et du JavaScript et tous les langages dérivés du JavaScript. Après, pour des besoins de niche, parce qu'un client peut avoir une exigence particulière, ça peut être d'autres langages, du C, du C++, du PHP. Donc, soit le client n'a pas forcément de background technique pour indiquer, moi, je veux telle technologie. Dans ce cas-là, nous, on est libre de proposer ce qui nous paraît le plus pertinent pour répondre aux besoins.
soit c'est cadré dès le départ et le client nous dit il faut absolument que ce soit tel ou tel langage parce que mon service informatique en interne impose que tous nos produits soient développés avec tel langage. Donc ça va dépendre finalement. Et sur le bassin rennais, c'est compliqué de répondre. Je pense qu'il y a beaucoup de Java, beaucoup de JavaScript. Il y a pas mal de C++ aussi pour les entreprises qui font de l'embarqué. De plus en plus aussi les langages pour mobile comme le Flutter, qui permet d'avoir quelque chose d'hybride entre le mobile et le web. Ça se développe de plus en plus. Après, c'est assez vaste finalement. Il y a combien de langages en tout? Incapable de dire, il y en a trop. Il y en a trop. Je crois qu'il y en a plus de 300. Ouais, c'est possible. Donc, c'est difficile de tout apprendre à l'école. Je pense que C'est ça. faut forcément être un peu autonome quand on a besoin d'arriver sur un projet qui a une spécification technique précise. C'est vrai qu'on a besoin de se mettre à jour et d'y aller, quoi. Ouais, sans crainte. Peut-être ton côté par rapport aux technologies, tu as peut-être une expérience à la fois du travail et de l'école, du coup. Pas dans mon travail, étant donné que je fais du développement mobile. On n'a pas du tout les mêmes contraintes au niveau des langages. Le développement mobile sur des appareils Android, on est relativement bridé sur du Java Kotlin. D'autres langages sont ouverts, C#, .NET, il y a du Vue aussi. Mais si on veut vraiment descendre pas au niveau système, mais dans des librairies le plus proches possible du système, on va rester sur ce qui est conseillé par Google pour Android. Donc Java Kotlin pur. On peut faire du C++ dedans. Je déconseille, mais c'est possible. Après, côté iOS, du coup, on a du Swift. Et si on veut faire, comme abordé tout à l'heure, une seule application pour et Android et iOS, on va être plus sur du Flutter, du coup Vue et .NET qui peuvent se compiler pour les deux. Et ouais, principalement de mon côté, Flutter et Java Kotlin. Et du coup, l'école, tout autre. On est plus du coup sur du développement bas niveau au début de ma formation, donc C++, très loin du Java Kotlin. Et ensuite, pour du développement back-end, un peu, j'ai la chance du coup à l'école de pouvoir choisir les langages. Si un langage m'intéresse, j'ai l'occasion de choisir le langage. Après, une fois qu'il est choisi, il faut mener le projet à bout, donc pas choisir n'importe quel langage. On pourrait s'amuser à faire des serveurs web en C, c'est possible, tout du temps. C'est pas la technologie la plus adéquate, mais si on veut tester un nouveau framework ou un langage différent parce qu'il est peut-être plus adapté ou suivant ce qu'on entend sur Internet, je suis relativement libre de ce côté-là pour choisir mes langages et me spécialiser dans ce qui m'intéresse. Alors, je me permets de continuer dans cette. Je ne veux pas rester sur la formation spécifiquement, mais je pense que ça donne un peu l'esprit peut-être des métiers. C'est-à-dire, tu es en train de me dire que là, à Epitech, il n'y a pas forcément un programme établi et que tu choisis ce que tu veux parce que tu vas estimer que c'est une technologie intéressante pour toi ou que c'est une technologie d'avenir ou que tu peux nous décrire un peu mieux pour que les gens se rendent compte du contexte. Dans le début de mon cursus, c'est un cursus sur 5 ans que je fais. Au début du cursus, on est relativement guidé sur les langages. Donc C, C++, pour vraiment apprendre les bases du code, entre guillemets, les bonnes pratiques. Et ensuite, vers fin de 3e année, 4e et 5e année, on est relativement libre sur ce que l'on souhaite faire et en tout cas les langages dans lesquels on souhaite les développer. Et du coup, pour un seul et même projet scolaire, les réponses apportées par les groupes d'étudiants peuvent être totalement différentes. On retrouve quand même des solutions. Si on demande une page web, c'est rare qu'il y ait des langages totalement différents entre les groupes. Mais typiquement, sur une application mobile, c'est pas rare de voir des applications dans 3 ou 4 langages différents parce que les étudiants moi, j'ai envie de faire du développement iOS. Tout le groupe a un iPhone. Du coup, c'est beaucoup plus facile de s'orienter sur du Flutter ou du Swift.
que si toute l'équipe a Android, Android Studio, une VM et tout le monde code en Java Kotlin. Donc, ouais, dans ma formation, en tout cas, on est relativement libre sur ce sur quoi on souhaite se spécialiser. Donc, pour ceux qui ne savent pas, une VM, c'est une machine virtuelle, donc c'est l'embarquement d'un système d'exploitation dans un autre système d'exploitation, donc d'un Mac dans un Windows, ou d'un Linux dans un Windows, ou inversement, quoi. Par exemple, ou d'un Android dans un On peut Windows. faire à peu Voilà, près à n'importe peu près quoi. tout quand c'est possible. Une montre connectée même, c'est l'avantage de ces. Donc là, ce que je peux pointer peut-être, par rapport à ce que tu dis, c'est que ce qui est intéressant dans la formation ici, c'est la liberté qui est donnée parce que l'avenir va se créer plus tard et qu'on ne sait pas forcément quelle technologie finalement va émerger, qu'il faut laisser la liberté aux étudiants d'aller prendre du risque vers quelque chose de particulier et que c'est pour ça qu'il n'y a pas à un moment que le programme s'arrête, entre guillemets, quoi. Que le programme cadré s'arrête. On a abordé tout à l'heure la curiosité. C'est peu probable que les technologies vues durant les formations soient les technologies que vous allez utiliser tout au long d'une carrière, parce que déjà les technologies évoluent grandement entre chaque version. Elles sont même en évolution continue. C'est pour ça qu'il y a toujours des mises à jour des ordinateurs, des tablettes, des serveurs, de tout. Tout évolue, donc la programmation évolue en même temps. Et donc, c'est pour ça que l'important, c'est plus que d'apprendre un langage ou une technologie, c'est apprendre à apprendre de comment se servir de ces technologies. Et une fois qu'on a une bonne base, généralement, d'un langage à l'autre, on met beaucoup moins de temps. Plus on apprend de langage, moins on met de temps à apprendre les langages. Il faut les perfectionner comme toute nouvelle pratique, mais on est libre de continuer à évoluer. Une autre question, est-ce qu'il y a un âge limite pour apprendre ces langages et devenir développeur? Je dirais non, heureusement pour nous. Sinon, il faudrait se reconvertir au bout d'un certain temps. Non, non, pas de. C'est vraiment de la volonté finalement et de la curiosité. Il n'y a pas forcément d'âge limite. Il n'y a pas de date de péremption pour les développeurs. Je pense que, moi, je peux témoigner aussi. C'est-à-dire que nous, on a commencé, on faisait beaucoup de web, en fait, finalement. Donc, on était plutôt PHP, JavaScript, et puis tous les langages de script associés. On s'est mis à faire du Python. Et donc, c'est vrai, quand il a fallu changer à Python, donc ça, c'était milieu des années 2000, 2004, 2005, parce que beaucoup des logiciels qu'on utilisait avaient des interfaces en Python, de manière à pouvoir les étendre. Donc, c'est aussi, quand on développe aussi des fois pour des outils qui préexistent et qu'on va juste aller compléter suite à une demande de client, par exemple. Il faut rajouter de nouvelles fonctionnalités. Donc, on ne choisit pas la techno. Et donc, du coup, Python, c'était une techno qui apparaissait beaucoup à ce moment-là et qui s'embarquait facilement dans les autres outils, ce qui fait que, du coup, il y avait pas mal de choses qui se faisaient là-dessus. Et c'est vrai que, du coup, l'apprentissage de Python n'a pas été forcément complexe, puisque, du coup, en connaissant déjà des langages avant, on avait beaucoup manipulé. On retrouvait beaucoup de choses et donc la transition se fait quand même relativement et on la retrouve maintenant dans d'autres produits. Nous, on fait du jeu, par exemple, avec Godot Engine, parce qu'on est plutôt orienté logiciel libre. Et donc, du GDScript ou du Mono, donc un dérivé de C#. Mais c'est des choses qui finalement ne sont pas forcément complexes à prendre en main. Ce qui est presque plus complexe, c'est de voir ce qui est possible dans le logiciel et ce qu'il nous offre comme possibilité. Finalement, la grande part d'apprentissage est plutôt là, quoi. Plutôt que vraiment le langage en lui-même. Plutôt qu'est-ce qui va nous permettre de faire et comment, quoi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Tout à fait. Ouais, c'est important connaître les bases de la programmation qui vont nous permettre après de s'adapter à n'importe quel langage finalement. Parce que les langages vont continuer d'évoluer au cours du temps. Ce qui ne va pas changer, c'est ce qu'on appelle l'algorithmie, la façon de concevoir un programme informatique. Après, voilà, on s'adaptera aux subtilités d'un langage, mais voilà, la base, les 80%, on les aura déjà, on pourra les réappliquer sur n'importe quel langage. Et donc, pour compléter en fait la question, justement, toi tu apportes déjà comme réponse, est-ce qu'il y a des développements, il y a des différences de développement selon les domaines ou le type d'entreprise?
je pense que par développement, c'est le langage de programmation. Je pense que même en tant que méthodologie, etc., Et- ça change beaucoup, hein, de toute façon. Quelqu'un veut répondre Ouais, d'abord à la il question? y aura des langages qui seront plus pertinents, effectivement, dans certains contextes pour alors, des raisons déjà comment dire, de taille des programmes qu'on va faire, puisque on n'aura pas les mêmes contraintes si on installe sur un serveur ou si on installe sur un appareil, un équipement. On aura beaucoup moins de place, donc on va privilégier des langages qui, au final, permettent de produire quelque chose qui va être beaucoup plus léger en taille. Donc, on peut être contraint là-dessus. Il y a des raisons de performance aussi. On sait qu'il y a des langages qui sont beaucoup plus performants à l'exécution que d'autres. Donc, en fonction des usages, il va falloir aussi faire le bon choix à ce niveau-là. Donc, ouais, ça va dépendre des secteurs, des domaines d'activité, des demandes qu'on va pouvoir nous faire. C'est très varié. Bah, même dans certaines contraintes, les environnements dans lesquels on peut évoluer, je pense à la recherche, les mathématiques, l'IA, la recherche médicale aussi. Beaucoup de développements sont sur des langages beaucoup répandus et plus simples, pas forcément, mais avec une entrée dans le langage beaucoup plus simple. On en a parlé tout à l'heure, mais Python est typiquement en mathématiques ou intelligence artificielle est très répandu. Donc, en fonction du domaine dans lequel on souhaite s'orienter, il y a des langages à connaître. Je pense, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais typiquement du web, je pense au CSS ou autres qui sont des must-have, entre guillemets, pour rentrer dans ce domaine. Et du coup, est-ce que vous pourriez décrire une application que vous avez fait, montrer un petit peu la diversité ou, Ouais, si tu peux commencer. Bah, oui, c'est peut-être plus difficile, il y a peut-être un peu moins d'expérience, mais ça peut être une application scolaire, enfin, dans le cadre des études, peu importe. je vais, par exemple, une des applications que j'ai eu à développer dans ma formation, c'est ce que l'on appelle un serveur de compte, la création des sockets et les sockets, c'est les entrées d'un utilisateur dans le système, pour faire très simple. La gestion de l'espace de stockage, la gestion des permissions, qui a droit d'accéder à quel fichier, aussi la gestion des compartiments, est-ce qu'on peut partager tel fichier, est-ce que tel fichier est accessible par tout le monde, les fichiers système qui doivent bien être séparés des fichiers des utilisateurs. Et du coup, ça, c'est pas le meilleur langage qui est choisi pour faire ça, mais le langage est adapté à la complexité. C'était en C, C++. Donc, c'était là l'objectif, c'était vraiment de comprendre comment fonctionnent les interfaces bas niveau, du coup des sockets et de la communication TCP, UDP à ce moment-là. Peu probable que ce soit développé en entreprise, parce que des solutions bien plus performantes sont développées par d'autres depuis plus longtemps. Mais du coup, dans un projet scolaire qui, je pense, est plutôt typique pour et du coup, le choix du langage qui était orienté sur ce qu'on voulait nous faire apprendre à ce moment de la formation. Très bien. Je vais peut-être vous citer des exemples par rapport à justement des domaines différents et des clients. Je pense que tout le monde connaît Enedis, donc le gestionnaire du réseau électrique en France. Donc, des applications qu'on a pu développer pour eux, la gestion des techniciens en astreinte. En gros, il y a une panne sur le réseau électrique.
Manque de bol, c'est la nuit ou c'est le week-end. Donc, il faut envoyer des techniciens sur place. Et donc, il faut savoir quels sont les techniciens en astreinte à ce moment-là. Alors, historiquement, chez Enedis, c'était géré avec un tableau, une carte de la région Bretagne, et on met des petites épingles pour dire, lui, il est là, et il va aller là. Donc, l'idée, c'était de faire une application informatique pour qu'il puisse gérer ça justement beaucoup plus facilement, avoir une vision à une carte, toujours, mais voilà, sur l'écran, et de pouvoir visualiser où sont les différents techniciens, pouvoir affecter les techniciens à des interventions et avoir le suivi en temps réel de qui et où, combien de temps il va pouvoir mettre pour intervenir à tel endroit, quel technicien, et c'est le plus pertinent de faire déplacer parce qu'il est peut-être moins loin de l'incident qu'un autre, etc. Donc ça, l'idée derrière, c'est pas seulement de faire joli ou de faire une application, c'est aussi d'apporter de la valeur aux clients. Et là, en gros, pour la cellule de gestion de crise Enedis, c'est de gagner énormément de temps sur l'affectation et le suivi de ces techniciens pour se déplacer. Donc là, on a développé la partie, ce qu'on appelle le front, donc la partie que les utilisateurs vont voir sur leurs écrans, ils vont pouvoir manipuler, et ce qu'on appelle la partie back, tout ce qui est derrière, qui va permettre d'exécuter les différents traitements, d'enregistrer des données dans un système de stockage, etc. Autre exemple, toujours pour Enedis, avec les fameux compteurs Linky et les logements qui n'ont pas encore de compteur Linky, et le fait que désormais Enedis ne se déplace plus pour faire les collectes des personnes qui n'ont pas de compteur Linky. Donc l'objectif, c'était d'avoir d'une part une application mobile pour les usagers, pour qu'ils puissent prendre en photo leur index de compteur et que ça puisse partir directement côté Enedis, pour que derrière, ça soit retransféré à votre fournisseur d'électricité, EDF ou autre, de manière à ce qu'ils puissent vous facturer correctement en fonction de la consommation. Ça, c'est un autre exemple. Donc, il y avait à la fois une application en interne Enedis et une application mobile pour les clients, les usagers au final. Donc moi, vous, dans le cas où vous n'avez pas de compteur Linky. Voilà, je pourrais en citer plein d'autres d'exemples. Oui, je pense qu'en général, on a souvent des projets d'optimisation du flux, du process au travail. C'est vrai que pour une entreprise, souvent, ce qui est intéressant, c'est d'améliorer la qualité et donc, du coup, le transfert d'informations, en fait, soit avec ses clients, soit en interne, ça c'est clair. Nous, on avait travaillé dans le même genre pour l'INPI, donc l'Institut national de la propriété intellectuelle, sur la création du PDF, du bulletin officiel. Donc, on peut dire un PDF, c'est facile. Ah oui, mais sauf que du coup, les données doivent être formalisées de façon très précise, parce que tout ça, c'est de la réglementation. Et donc, le cahier des charges sur le PDF faisait une centaine de pages de spécifications typographiques, par exemple. Donc, ça, c'est assez précis. L'INPI mettait 15 jours à faire le PDF avant. Et donc là, ce qui les intéressait, c'est que ça dure le moins de temps possible. Donc, ils ont maintenant un PDF en un peu moins d'1 heure de traitement, dans de l'agent inclus, quoi. Donc, ils peuvent régénérer très rapidement s'ils se rendent compte qu'il y a une erreur, ce qui n'était pas le cas avant, quoi. Donc, ça, c'est un exemple. Bon, c'est toujours là, du coup, de la demande externe. Après, on peut avoir des choses plus ouvertes et moins contraignantes. Nous, par exemple, on a travaillé pour le SIB, qui travaille avec Mégalis Bretagne, sur un jeu sérieux à destination des élus, pour les sensibiliser, par exemple, à l'open data. Donc, on a fait ça l'année dernière. C'est un exemple particulier, en fait, de produits culturels plutôt, de jeux quasiment, jeux sérieux. Et qui permet en effet de changer peut-être un peu d'exemple plus technique. Parce que les FTP, voilà, ça parle pas à tout le monde. Linky, je pense que ça parle. Je pense que là, voilà. Et donc, du coup, les compétences principales que vous estimez qu'il faut avoir, on a parlé plusieurs fois un peu de la curiosité, etc. Mais vraiment, souvent la question qu'on me pose, nous, un centre de formation, donc on fait des salons étudiants et les gens me disent est-ce qu'il faut avoir pris la spécialité maths, est-ce qu'il faut machin, est-ce qu'il faut truc. Donc vraiment, qu'est-ce qu'il faut comme compétence pour aller vers là et qu'est-ce qu'on développe comme compétence après pour pouvoir progresser, continuer, etc. quoi. Pour ma part, je pense que les maths, c'est loin d'être le plus important.
L'algorithmie, on en a parlé tout à l'heure, qui est la base de tous les langages. Savoir programmer dans un langage n'est pas un frein, même ne pas savoir en rentrant dans une formation, parce qu'on va chercher à apprendre, c'est pas tant le langage, parce qu'il y en a trop pour pouvoir vous former sur suffisamment pour que ce soit une plus-value, mais vraiment l'algorithmie, comprendre comment ça fonctionne, l'architecture, je pense que tu seras plus à même d'en parler que moi, mais bien structurer un projet pour qu'il puisse évoluer dans le temps et pas être enfermé à la première version et se dire, bah, j'aimerais changer ça, mais c'est plus possible parce que j'ai développé ça de telle ou telle manière, faudrait tout reprendre. C'est encore un autre sujet, ça. On n'a pas parlé, mais Et du coup, j'en ai ouais. oublié la question. Du coup, peut-être l'algorithmie, du coup, tu peux Oui, définir ce ça. que c'est, parce que peut-être que pour les gens qui nous écoutent, c'est pas très clair. L'algorithmie, on peut en faire sans du tout faire de code. Ce serait se dire, on veut faire une tâche, comment je conditionne depuis une entrée pour faire cette tâche, euh, si, sinon, pendant que, tant que. Qu'est-ce qui va se passer pour ça. arriver jusqu'au bout? On peut faire de l'algorithmie en utilisant des mots français que tout le monde connaît. Bah, je veux me déplacer du point A au point B. Si le point B est en dessous de moi, je descends tant que le point B est en dessous de moi. Ensuite, s'il est à droite, alors je me déplace tant qu'il est sur ma droite et je recommence tant que je ne suis pas au point B. Et je ne sais pas si c'est clair, si ma définition et mon exemple de l'algorithmie est clair, mais c'est le casse-tête mental important avant d'écrire le code, en tout cas. Ouais, c'est décomposé finalement en petites étapes. Comme une recette de Voilà, cuisine, un oui, peu, là. exactement. Ouais, part d'un point A, comme tu disais, on va arriver à un point B. Quelles sont chaque étape pour y parvenir? Le détailler. Donc, comme tu disais, ça peut être fait sans langage de programmation, hein. On prend une feuille, un crayon, on prend des notes, on décrit. Et l'objectif derrière, bah, c'est de faire vivre ça avec un langage de programmation, de manière à exécuter le programme derrière qui va réaliser ça beaucoup plus vite que nous. C'est l'avantage. Et surtout qu'il va pouvoir le reproduire. Donc, tout l'important, ce que tu disais, peut-être, bien écouter le client, bien analyser Voilà. les besoins et puis bien analyser l'objectif Mmh. pour pouvoir faire le pont entre les deux, finalement, ce qui est le cœur du travail après. Tout à fait. Ouais. Donc, Mmh. écoute avant tout. C'est ça, écoute. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? La patience, la persévérance. Moi, je dirais qu'il faut aimer analyser et traiter des problèmes parce que des problèmes, on en rencontre tous les jours dans le travail. Enfin, je dirais même que c'est la base du métier. En fait, le client, il va venir avec un problème, voire plusieurs. Et nous, on va être là pour les résoudre et faire en sorte que son travail quotidien à lui ait moins de contraintes et aille beaucoup plus vite et voilà, qu'il puisse faire autre chose à côté. Voilà le principe. Donc, ouais, c'est beaucoup de réflexion sur des problèmes, trouver des solutions, essayer d'apporter la solution la meilleure, la plus pertinente par rapport à toutes les contraintes qu'on peut avoir à côté. Et je rajouterais aussi l'esprit d'équipe, le travail en équipe, parce que bien souvent, on va faire des choses à plusieurs. On va aller beaucoup plus loin à plusieurs. On va pouvoir challenger un peu les idées qu'on peut avoir, les solutions qu'on peut proposer. Ça va être important aussi dans le travail. Ok, super. J'ai rien à ajouter à tout ça. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il reste 2 questions. Ouais. Alors, une qui est adressée plus particulièrement. Par rapport à votre parcours, qu'est-ce qui change entre une grande ESN Capgemini et une plus petite comme... Alors, je dirais la politique déjà. Beaucoup moins de politique dans une petite entreprise. La variété aussi des tâches, des travaux qu'on va avoir pour être beaucoup plus polyvalent dans une petite entreprise. On va pouvoir faire un peu plus de choses. Ça va être moins figé dans un rôle particulier.
Et la deuxième question qui s'adresse à tous les trois, qu'est-ce que les intelligences artificielles comme ChatGPT risquent ou génèrent comme conséquence dans votre travail? Bonne question. Alors, j'ai entendu dire que visiblement, notre métier n'allait bientôt plus exister. On allait demander à ChatGPT de faire des algorithmes. Voilà. Bon, peut-être qu'on ira tous à la plage. Du coup, bon, j'attends de voir. Je ne crois pas encore trop. On disait il y a quelques années que l'informatique allait remplacer les gens, et en fait, les comptables sont toujours là, les secrétaires sont toujours là, et il y a besoin de développeurs pour développer les produits qu'utilisent ces personnes-là. Donc peut-être que l'intelligence artificielle va être enfin l'abandon du travail, mais je ne sais pas si il faudra des gens pour la développer de toute façon. Exactement. Bon, enfin, ouais, on verra. C'est pas évident, hein, de savoir ce que va donner quelque chose dans quelques années. En 1998, Bill Gates disait le web, ça marchera jamais. Hein, on voit où on en est. Donc, je pense que évidemment, les choses vont continuer de progresser dans tous les sens. Et puis même la législation, qu'est-ce qu'elle va donner finalement? C'est pas encore évident que ça soit autorisé. On voit des États qui commencent à interdire certains usages, en particulier pour des raisons de qualité, hein, droit d'auteur, etc. Donc, c'est pas encore dit que ça va être autorisé finalement. Donc, peut-être que ce sera le premier grand domaine du futur qui n'aura pas le droit de progresser. Voilà, peut-être. Y a-t-il peut-être des questions dans la salle? Oui, Oui. j'aurais une question personnelle, mais enfin, non pas personnelle, mais enfin, qu'est-ce que vous considérez comme parcours de formation pour quelqu'un qui veut se reconvertir dans ce milieu ou qui ne connaît rien du tout à l'informatique? Est-ce que Ouais, vous voulez parler? Ouais, allez-y, je vous en prie. Il y a pas mal de parcours de formation qui sont possibles, hein, donc ça dans reconversion, des formations courtes, professionnelles, camp aussi qui existent. Il y a plein d'organismes de formation qui existent. Vous pourrez en plus en rencontrer printemps, toutes les actions lors du printemps du numérique. À Epitech, on a une formation de reconversion aussi, c'est pro justement en alternance. Il faut voir aussi par rapport à ce que vous attendez de la formation, vous, quel est votre intérêt aussi, quel est votre positionnement, quelle est votre situation. Je dirais que ça peut être aussi en fonction aussi, il faudra, c'est plutôt vous en fonction des comment dire, de vos objectifs, de votre profil, de votre parcours. Et quelle formation pourra vous correspondre. Essayez de rencontrer des organismes de formation, des écoles, qui va vous permettre de déterminer. C'est plutôt de faire déjà des enquêtes. En fait, il y a beaucoup de centres de formation, beaucoup d'endroits, donc je ne sais pas par où commencer en fait. Je suis ici aussi. Ça va être vraiment différent. Et un point que je voulais aborder, effectivement, la réorientation est possible tout au long de sa vie dans le domaine du numérique. Il y a des belles, des beaux parcours. Moi, je sais qu'actuellement, j'ai une personne qui est jeune, mais peu importe, il avait travaillé en usine. On lui avait dit pendant ses années lycée que l'informatique, il n'y a pas très longtemps, que c'était pas possible et qu'il n'avait pas le niveau parce qu'il n'était pas bon en maths. Résultat, il travaille chez Capgemini maintenant, donc c'est pas comme pas possible parce que ça traite pas les développeurs. Voilà, donc il ne faut pas s'arrêter. Moi, j'ai dû donner des cours à l'AFTEC, à ma Digital School, par exemple, en tant qu'intervenant. Il y avait un étudiant qui était routier, handicapé, qui ne pouvait plus continuer à être routier. Et en 2 mois, il a fait le programme de l'année, quoi. Et donc, il avait qu'un CAP. Voilà, donc en quoi il n'y a pas d'empêchement. Donc, c'est vrai que c'était ma genre de promo. Vous avez une façon d'apprendre. Il y a des choses plus descendantes. Et quand on arrive à des niveaux de formation, qui sont des formations en reconversion, on va aller à l'essentiel et on va s'intéresser uniquement aux cours matière, tout ce qui concerne le développement, la mise en système, ça. Ce qui me concerne aujourd'hui, c'est le développement. Donc effectivement,
ce qui est matière générale, on va oublier. Donc, focalisez-vous sur des formations avec des titres professionnels. Ça. Et après, il faut viser éventuellement un secteur particulier. On peut voir qu'il y a des gens qui vont plus dans la sécurité, plus dans l'administration, le plus dans le web, plus dans le logiciel, etc. Donc, ça peut aussi être là un choix à faire. Après, il faut arriver à se projeter dedans, ce qui n'est pas forcément évident si vous ne connaissez pas. Mais après, si vous faites une formation... Ouais. Voilà. C'est pour ça. Vous allez sur les profils LinkedIn, il n'y a que ça. Oui, tout à fait. C'est ce qui s'est développé. Mais ce n'est pas une fin en soi, le développeur. C'est une passerelle aussi peut-être pour autre chose après derrière. Ça peut être une première formation qui peut être faite de façon courte. Je me disais. 6 mois, et après, vous pouvez poursuivre et enchaîner derrière pour autre chose. Et il faut rencontrer les organismes de formation pour se rendre compte des locaux, et discuter avec des anciens. Donc, il y a toujours une communauté qui existe sur les... Je vois que le choix à Rennes aussi est assez énorme. Oui. C'est pas parmi... Je sais ce qu'il me reste à faire pour ça. Voilà. Et après, les formations, de toute façon, quand vous en avez fait, vous avez appris un langage, vous avez appris quelque chose dans une formation. Ça ne veut pas dire que vous êtes bloqué dans ce domaine-là. C'est-à-dire que finalement, les compétences que vous avez acquises sont aussi des compétences génériques qui vont se retrouver dans d'autres types de projets avec d'autres types de technologies. Donc, en fait, vous n'êtes pas forcément bloqué. Globalement, on est quand même des métiers en tension. Quand même, il y a les infirmiers, mais il y a aussi les programmeurs en général, quoi. Il y a tellement de besoins. On parlait des outils qu'on crée, mais il y a tous les outils qu'il faut maintenir, des outils qu'il faut débugger, etc., etc. Donc, en fait, quand un logiciel ou quand une application est mise en place, après, il faut des gens pour continuer de s'en occuper, quoi. Et donc, du coup, tout ça fait que la masse a besoin de grossir. De toute façon, il faut de plus en plus de monde pour maintenir le système en place, quoi. Et surtout que les outils concrets sont quand même de plus en plus sensibles, puisque tout repose dessus. C'est-à-dire que maintenant, l'État, quand il met une plateforme en ligne, il faut que ça marche, quoi. Ça ne peut pas ne pas marcher. Parce que si ça ne marche plus, tout s'écroule, quoi. Donc, en fait, ça demande vraiment énormément de travail derrière, en fait, et donc du personnel, parce que c'est pas juste quelques personnes qui peuvent tout porter sur les épaules, même si des fois ça arrive, mais quand même, il faut des gens avec des compétences différentes, quoi. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer. Vous allez découvrir des choses, et puis ces choses-là, après, vous allez rebondir un peu. Voilà, quoi. De toute façon, comme disait Sullivan tout à l'heure, on rebondit, c'est-à-dire que dans 5 ans, les technologies qu'on utilisera ne sont pas les mêmes que maintenant. Donc, de toute façon, ce que vous allez apprendre sera abandonné très vite. En fait. Effectivement, et puis en fait, les écoles, comme les organismes de formation, les programmes sont conçus pour vous permettre après de pouvoir vous réinventer techniquement tout au long de votre carrière, et sans passer à nouveau par une formation. C'est l'appétence que vous aurez, la curiosité, qui, plus ce que vous aurez appris en technique pour pouvoir apprendre un langage, qui va vous permettre d'avancer. C'est pour ça que dans beaucoup d'écoles, on retrouve des programmes très libres, sur projet, en effet, qui permettent de se projeter dans vraiment la réalisation de quelque chose et d'aller chercher la solution à un problème et pas juste appliquer la solution qu'un enseignant nous a donnée, quoi. Cette liberté par rapport au projet, elle est aussi intéressante par rapport à la activité aussi. On peut vite y répondre, les apprenants peuvent vite y répondre aussi. Et c'est calqué aussi ce mode par projet au modèle de l'entreprise. C'est intéressant aussi. Après, pour l'instant, on a parlé beaucoup d'évolution des langages et du coup, se former sur des langages qui vont évoluer et tout ça. Il y a aussi l'inverse. Il y a certains systèmes qu'on ne peut pas faire évoluer. Et j'ai un langage qui me vient en tête, le COBOL pour les bancs, qui, en fait, suivre une formation qui va vous apprendre les bases et rentrer dans une structure qui va elle, vous former sur ses besoins. Aucune école va vous former sur du COBOL. Je sors ce langage-là parce que c'est le seul qui me vient. Pareil. Ouais, c'est ça.
des langages machines. Il y a beaucoup, pareil, de machines en industrie où on est bloqué sur de vieux systèmes d'exploitation parce que les microcontrôleurs sont plus capables de communiquer avec les processeurs d'aujourd'hui. Et c'est des connaissances qui se raréfient. Et du coup, les entreprises peuvent chercher à trouver des gens qu'elles vont, quoi qu'il arrive, devoir former, que ce soit des seniors ou des juniors, peut-être s'orienter sur ces entreprises-là qui, quitte à former quelqu'un en interne, vont peut-être chercher un profil spécifique. Du coup, l'industrie sur les machines-outils, les banques sur certains langages, des systèmes qui ne peuvent plus évoluer au jour d'aujourd'hui parce qu'on est bridé par les systèmes d'époque. C'est bien de voir dans le futur et les technologies du futur. Il ne faut pas oublier qu'on se traîne nos casseroles du passé et qu'il y a des systèmes, on ne peut pas juste pas les abandonner. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire aux banques, les données d'il y a 20 ans, on les oublie et puis tant pis. Ça n'existe pas. Il y a plein de choses qu'il faut maintenir, même si on aimerait ne plus les maintenir. Il n'y a pas le choix. Donc, peut-être s'orienter sur ce genre de formation, mais du coup, on ne va pas pouvoir être formé par un organisme. L'organisme va nous aider à trouver une entreprise ou quelqu'un qui va pouvoir nous former en interne sur des besoins spécifiques. Les besoins spécifiques, ça. On est systématiquement dans du besoin. On crée des produits pour des besoins spécifiques. Et donc, les contraintes, elles sont multiples. Et nous, c'est le cas. On a travaillé avec une entreprise qui travaillait pour Peugeot, pour les usines Peugeot. Et clairement, pour Peugeot, en fait, il fallait adapter un système moderne sur un outil plus ancien pour que ça fonctionne. Donc, il fallait faire du rétro, quoi. Voilà. Et c'était ça où il devait changer toute l'usine. Et donc, le coût est tel que finalement, juste essayer de faire un petit programme d'informatique, finalement, c'est peut-être pas le plus simple. A priori, on va dire, oui, mais finalement, le coût global est quand même meilleur en fait, pour l'entreprise, quoi. Donc, et j'ai formé aussi Conforama. J'étais en Conforama. Donc là, il s'agissait de former les développeurs qui faisaient du Fortran tous les jours à des techno web. Alors, on peut se dire, pareil, c'est des super grands développeurs, ils font des trucs de fou que plus personne ne sait faire, etc. Ils n'ont rien compris au web. Faire du CSS dans lequel il faut aligner des blocs et avec des balises, pour eux, c'était pas du tout leur culture. Donc en fait, c'est pas parce qu'on est forcément bon dans un truc qu'on est bon dans un autre non plus. Le domaine est tellement vaste que ça prend plus des fois de 2 jours juste pour apprendre, quoi. Et des fois, il faut plus de temps. Mais en tout cas, il y a clairement de la place, et clairement des choses. Si vous êtes curieux, vous allez rencontrer des besoins, et si vous avez envie de les développer des choses, il y a beaucoup de projets, beaucoup d'entreprises, etc., qui naissent comme ça. J'ai identifié un truc, je le fais, et puis on verra ce que ça donne, quoi. C'est comme ça que l'informatique évolue beaucoup, avec des fois des projets d'étudiants qui sont mis en ligne, qui après donnent d'autres choses, etc. Et que finalement, c'est parce que tout ça est presque ouvert quelque part que ça a disséminé partout, quoi. Après, il ne faut pas avoir peur d'y passer du temps. Ça, c'est la contrainte, par contre. Quand on se forme, on a beau dire, il suffit d'être un peu logique, il suffit d'être un peu observateur. Ça n'empêche que concevoir un truc qui tient la route et le réaliser, ça demande du temps. Tout demande du temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas hésiter, on est là, en profiter, ouais. Est-ce que vous considériez que ce sont des métiers qui représentent quand même une grosse charge mentale? Parce que pour avoir testé à titre personnel le codage en autodidacte, il y a des jours, je me dis, mais je vais finir avec une migraine si je fais ça tout le temps. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut aimer résoudre les problèmes. Donc, ça peut parfois amener à se prendre la tête, pas mal. Pas hésiter à s'appuyer sur son équipe. Des fois, tout s'éclaire tout simplement parce qu'on a exprimé son problème à son collègue. Et on se dit, bah oui, pourquoi je n'ai pas pensé à ça? Et c'est vraiment important, la communication aussi, le partage avec les autres. C'est vrai que si on reste tout seul dans son coin, il y a un risque d'explosion. C'est sûr. La contrainte peut être trop forte. Exactement. Ouais. Le développeur n'est pas toujours en train de développer, effectivement. Ouais. On est sur quelque chose
collectif, participatif et collaboratif en fait. Puis on va le client, enfin, on va échanger avec l'équipe et voilà, on n'est pas uniquement tout seul en train de coder, on oublie l'image Ouais. très désuète de l'informaticien derrière son ordi. Hein, donc, Alors, c'est vrai qu'il y a un côté, en effet, vous allez écrire 2-3 lignes de code, et puis vous allez avoir des bugs, quoi. Voilà, grosso modo. Il y avait IBM qui avait fait une analyse du temps passé par ses salariés il y a 15 ou 20 ans, et le résultat de l'analyse, c'était que 90% du temps de travail des programmeurs d'IBM passait le temps au débugage du code qu'ils avaient produit. Donc, statistiquement, dans la semaine, ça donne quoi? J'arrive le lundi, je code 3 lignes, jusqu'au lundi midi, et du lundi midi au vendredi soir, je corrige le code que j'ai produit. Grosso modo, c'est ça. C'est peut-être un peu rapide, mais donc évidemment, ça peut être de dire ah, il y a un problème, ça marche pas, comment je trouve la solution, etc. Mais justement, le fait de l'exprimer à d'autres permet d'apporter un regard extérieur qui va venir peut-être invalider notre idée ou compléter notre idée. Et surtout voir quelque chose que nous, on n'a pas vu ça. C'est très difficile de corriger ses propres fautes d'orthographe, typiquement. Ouais, vous voyez, vous avez un texte, et puis vous le passez à quelqu'un d'autre, et puis vous dites, ah ben oui, mais là, et là, et là, et là. Et moi, j'ai un exemple comme ça avec un ami qui s'appelle Sébastien, que je salue au passage, qui travaille dans la sécurité déjà il y a une vingtaine d'années. Il avait fait Polytechnique, tout ça, il faisait des conférences dans le monde. Puis il m'invite à un barbecue à midi, puis il dit, j'arrive chez lui, il me dit, c'est vrai qu'on ne va pas manger tant que tu n'as pas relu mon code. Et tu commences à, je ne comprends rien à ce que tu me racontes. Moi, la crypto, machin, truc bidule, pas possible. Cédric, tu relis mon code. En 30 secondes, j'avais trouvé, et c'était une erreur de débutant avec un quantité de variable qui portait le même nom. Voilà, paf, terminé. Donc, comme quoi, même les meilleurs, finalement, ils font des erreurs, ça c'est normal. Et c'est l'échange avec l'autre, en fait, le fait de faire de la revue de code, etc., qui permet d'aller trouver les choses qui ne vont pas, d'aller les améliorer sans que la charge repose toujours sur une seule personne. Après, si vous êtes freelance, c'est peut-être plus compliqué, mais c'est aussi pour ça qu'il y a des coworking, c'est aussi pour ça qu'il y a ce genre de stratégies qui se mettent en place, justement pour que les gens ne soient pas non plus tout seuls tout le temps, quoi. Évident, quoi. On a deux questions. Ouais. La première question, c'est où sont les femmes? Y a-t-il des femmes programmées? Et la deuxième question, que pensez des formations en ligne? Alors, on va commencer par la première. Du coup, vous avez des femmes dans vos équipes ou pas? Oui, pas assez, c'est vrai. Bah, ça, je pense que c'est dès les formations, hein, de toute manière. En France, peut-être même au-delà, il y a une sorte de mauvaise direction, voilà, en fonction de un garçon, tu vas plutôt aller vers les matières scientifiques, sinon tu vas aller ailleurs. Je pense qu'il est encore vrai aujourd'hui, malheureusement. Donc, il fait que, au bout de la chaîne, en sortie d'études, il y a beaucoup moins de femmes dans le secteur globalement de l'informatique que dans d'autres secteurs. Témoignage peut-être direct par rapport à tes collègues au travail ou à l'école? En entreprise ou à l'école, le même constat. Il y a peu de filles à l'école, il y en a encore moins en entreprise. Pour moi, c'est pas question de capacité ou autre. Je pense, enfin, je connais pas la source, mais il y a peu de pourcentage en entrée. Il y en a, ça se répercute à la sortie aussi forcément. Je dirais qu'il faudrait pousser les gens à le faire parce qu'il n'y a pas de raison que des hommes dans ce domaine. Nous, clairement, dans les études aussi, Active Design, même sur les métiers, par exemple, un peu particuliers, le web et les jeux vidéo, par exemple, c'est très communicant, donc à la fois programmation et visuel. On voit que les filles vont tout de suite vers l'aspect plutôt visuel et les gars plutôt la programmation, alors que c'est vrai que pourtant, quand il y a des filles qui font de la programmation, elles sont souvent plutôt bonnes. Alors peut-être que du coup, elles sont plus volontaires, je ne sais pas, mais c'est vraiment pas un problème de capacité, ça c'est évident. Donc après, pourquoi il y a ces orientations différenciées qui se font, c'est plus difficile. Alors nous, on a quand même Elisa qui est intégratrice, hein, c'est pas vraiment une développeur, mais c'est déjà pas mal, intégratrice. Et on a Aish qui est une développeuse apprentie chez nous en ce moment. Ouais.
D'accord, donc on essaye de mixer autant qu'on peut, mais c'est pas évident de trouver des personnes. Et là, la preuve, c'est qu'il y avait une volonté de trouver des femmes pour témoigner et que ça n'a pas été facile. Hein. Ouais. C'est compliqué, effectivement. Ouais. On essaye d'avoir sur le bassin rennais et des actions. On travaille notamment beaucoup avec l'estime numérique, etc. Pour nous, même à Epitech, on a une association EMA pour pouvoir limiter du numérique auprès des publics lycéens, collégiens. C'est à partir du collège, il ne faut pas se leurrer que il faudrait faire encore plus d'actions. On en parlait ce midi, notamment avec des partenaires. Parce que finalement, quand ils arrivent au lycée, c'est déjà un peu trop tard. Donc, voilà, c'est une grosse problématique. Je sais que très peu de filles, finalement, cette année, ce sera la même l'année prochaine, malheureusement. Donc, quoi qu'on fasse, on n'y arrive pas. Ouais, c'est vraiment très très dur parce qu'il y a vraiment des stéréotypes. Et en plus, on va sur certaines fonctions. Elles vont sur certaines fonctions. Et puis après, quand bien même elles travaillent, elles vont faire une reconversion, il y a aussi le fait qu'à un moment donné, il y a une charge de la vie de famille, etc. Et qu'elles peuvent rebifurquer, revenir en arrière pour repartir sur autre chose. Quoi. Donc, il y a aussi ce palier-là à ce moment-là. Voilà, donc ça c'était une question pour le coup. Et la deuxième, c'est que penser des formations en ligne versus formation en Je pense qu'on aborde, qu'on peut retourner vers la question de tout à l'heure qui a été posée. Souvent, expliquer son problème, déjà, ça nous aide, nous, à le résoudre la plupart du temps. Enfin, en tout cas, pour ma part, ça m'est arrivé de poser la question, comment tu aurais fait ça? Parce que j'ai fait ça, je rencontre tel problème. Et en le disant, je me dis, ah, mais en fait, c'est pour ça. Bah oui, c'est ça l'erreur. Et finalement, juste communiquer sur ces problèmes ou les contraintes, ou même quand on a besoin d'effectuer un choix entre telle ou telle manière de développer, on peut avoir une réponse comme ça. Donc, je pense que quand même avoir des interlocuteurs en face de soi, quelqu'un d'humain à qui parler, échanger, ou même pour s'entraider, je pense que c'est toujours bénéfique d'avoir un environnement physique. Je ne connais pas Epitech, du coup, vous faites de la formation en ligne ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout, ok. Alors, nous, avec le design, on fait. D'ailleurs, depuis le Covid, avant le Covid, on avait un inscrit en ligne. Depuis le Covid, on a plus de 80% de nos inscrits maintenant qui sont en ligne. Ce n'est pas forcément la direction qu'on voulait prendre, mais c'est un fait. Par contre, nous, en effet, on fait tutorat permanent. Ce n'est pas juste des cours écrits, mais on travaille du coup. Il y a un cours, il y a un projet à réaliser. D'accord? Et donc, le projet, justement, est là pour poser des problèmes qui incite les étudiants à poser des questions et à avoir des interactions permanentes avec des tuteurs qui sont là disponibles comme un prof serait disponible, de manière à ce qu'il y ait cet échange. Je pense que juste le cours où c'est écrit et où il n'y a pas d'interaction avec les gens, on va apprendre des choses, c'est sûr, mais il va manquer tout l'aspect méthodologique, organisationnel, réflexion, qui est absolument nécessaire dans la programmation, et on va juste apprendre des recettes. Et ça, je ne pense pas que ça soit forcément profitable, quoi. Donc, je n'ai pas donné de nom de choses qui sont plus ou moins connues, mais c'est clair que après, tout ça, c'est individuel. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui ça peut marcher. Il y en a d'autres. Oui, tout le monde n'a pas la même capacité à apprendre aussi. Ouais. En physique, bien souvent, il m'arrive de devoir reformuler parce que certaines personnes vont comprendre tout de suite. Pour d'autres, il va falloir formuler autrement. Voilà, certains vont être plus visuels, d'autres à l'oral, ça va suffire, etc. Donc, c'est vrai que le cours en ligne où c'est bêtement les pages qui défilent, si vous n'avez pas compris tel que c'est expliqué, c'est plus compliqué d'assimiler la chose. Il va pas y avoir quelqu'un en soutien derrière qui va essayer de réexpliquer autrement, de montrer sous un autre point de vue les différents éléments. Donc, c'est vrai que je pense que c'est un peu plus compliqué. Enfin, si on n'a pas d'accompagnement, en tout cas. Nous, on observe que pour peut-être donner... Parce qu'après, il y a les cours, puis il y a aussi les résultats qui sont produits. Clairement, on observe que les étudiants qui sont en présence
globalement, sont meilleurs en moyenne quoi, que ceux qui sont à distance. Même si à distance, il y en a des très bons, quand même, ça n'empêche pas. Même certains de nos étudiants qui sont à distance sont meilleurs que mais ça reste des individus, quoi, c'est pas une majorité. C'est vrai que la majorité le niveau global en présence est quand même meilleur que le niveau global à distance. En particulier par le sérieux de travail, le fait de pouvoir échanger avec les collègues, les camarades et cetera, enfin d'avoir vraiment un esprit motivant, voilà, collaboratif et cetera, quoi. C'est quelque chose qu'on perd un petit peu quand on est en ligne, où on se dit: «Bah, ouais, je peux faire ça un peu plus tard» ou des fois, on a des contraintes aussi. Il y a des gens qui travaillent, qui font du cours du soir. Là, c'est encore autre chose. Là, ils ont peut-être pas d'autres solutions. Donc, il faut mieux ça que rien. Heu, mais dans tous les cas, nous, on pense que le présentiel est quand même, plus profitable, en fait, pour les apprenants, quoi. Puis même, je pense sur tout ce qui est, outils, où lorsqu'on développe tout seul, on n'a pas du tout les mêmes contraintes que lorsqu'on développe, en groupe, tout ce qui est, gestion de projet, suivi de projet aussi. J'abordais tout à l'heure les code review et les relectures de code, les outils comme Git ou autres qui permettent, un travail de groupe sur un seul et même projet, qui sont des skills à acquérir pour rentrer en entreprise ou lorsque l'on développe tout seul et que, bah, on code dans son «coin» entre guillemets, on n'acquiert pas parce que tant qu'on n'a pas rencontré la problématique, bah, on va pas aller chercher d'outils pour la résoudre et donc lorsqu'on est tout seul sur son petit PC, Ça marche toujours. ça marche toujours. On a toujours le même environnement, heu, des trucs tout simples, mais on travaille sur un ordinateur fixe, bah, il y a des problèmes qu'on ne rencontrera jamais sur ordinateur fixe, qu'on va rencontrer sur ordinateur portable. Heu, Déjà rien que dans l'environnement de développement, sans même parler d'environnement de production ou autre. Heu, je pense qu'échanger avec des gens, autour de ça, c'est important. Sur le web, ça l'est, mais on risque beaucoup moins de rencontrer ce genre de problème. Je pense à des gens qui font de l'embarqué où, si, vous êtes branché sur secteur tout le temps, vous allez jamais avoir de problème de batterie et de performance. Si votre collègue a oublié de charger son ordinateur à côté de vous et qu'il est en économie d'énergie, il va rencontrer des problèmes que tout seul vous auriez jamais rencontrés sur votre tour, parce que vous seriez toujours à 100 et échanger sur les problèmes, c'est une pour moi, en tout cas, une source d'enrichissement de sa formation, de ce point de vue-là. Et c'est une des bases du développement, puisqu'on répond à des besoins. Voilà. Il faut tous les problèmes avec au moins le commanditaire, quoi. Et encore une question. Ah, OK. Est-ce qu'un développeur peut facilement évoluer ou est-ce que ça arrive souvent? Et par exemple, vers un poste de technico-commercial, peut être conseillé d'avoir un bagage supérieur? Non, alors évoluer, oui, c'est le but, hein. Et je dirais qu'il y a pas de limite. Après, ça dépend de ce qu'on a envie de faire, de l'investissement qu'on y met, de la motivation. Donc, ouais, toujours en se basant, bah, sur ce qu'on a appris précédemment et voilà, il y a pas de raison. Si on a envie de faire, bah, je prends mon exemple personnel, je fais moins de dev aujourd'hui, pour faire plus d'autres sujets. Bon, il y a pas de contrainte à ça. Au contraire, je m'appuie aussi sur ce que j'ai pu faire avant, pour, faire ce que je fais, principalement aujourd'hui. Et enfin, peut-être pour compléter, c'est pareil, les métiers qu'on voit aujourd'hui, on les voyait pas forcément il y a 20 ans et ou même moins et voilà, dans 5 ans, il y aura certainement de nouveaux métiers, qui vont apparaître aussi, des spécialisations ou autres. Je pense qu'il faudra forcément aussi évoluer à un moment donné. Sur le chat, merci beaucoup. Merci aussi pour les Merci à questions. Ouais, ouais. Merci à tout le monde. Merci. En tout cas, merci beaucoup parce que déjà, moi, j'y vois plus clair. C'était très concret et vraiment aussi interactif. Merci à vous d'avoir participé, d'avoir posé vos questions. Je me permets, avant de vous laisser partir, de m'envoler, questionnaire de satisfaction. Si vous avez déjà, je ne sais pas, mais si vous êtes déjà venu hier, vous ne remplissez pas la deuxième partie. Je laisse passer.
Merci à vous. J'espère que pour les sièges, ça allait. Finalement, Ceux qui étaient de l'autre côté de l'écran pour aussi leurs questions très intéressantes qui ont permis aussi de faire avancer le débat. Merci à tous et à très bientôt. Oui. Merci.